Et justement, lors d'une observation somme toute assez routinière, voilà que le radiotélescope détecte une impulsion radio étrange. Maintenant je gagne de la YouTube money, alors je suis un vrai YouTuber. Et puis si je veux, je paye y penser pour faire une vidéo tout nu. Voilà, je suis tout nu. C'est bon, je peux y aller? Mais arrêtez de tous m'arnaquer. Mais c'est bon, le prends pas comme ça. Mais j'ai dit que la réclame elle est finite. Vous ne savez ni mais quelle pièce. Seppele, c'est l'heure de la sponsor. Oh, Seppele, t'es où, bordel? Mais qu'est-ce que tu fous complètement à poil? Mais c'est parce que j'ai plus de YouTube money, alors c'est les autres. Ils m'ont dit que si je voulais qu'ils me rendent mon argent, moi aussi je devais faire une réclame tout nu. Bah ouais, c'est ce qui s'appelle être pris à son propre jeu. Mais t'es au courant que les gens ne voient pas, hein? Oui, mais les autres ils ont dit que c'était pas grave et que je devais le faire quand même. Et t'es au courant que si tu l'avais pas fait, ils n'en auraient rien su. Mais c'est vrai ça. Bah voilà, c'est ça d'être intellectuellement désavantagé. Bon, maintenant arrête de chouiner et fais ta sponsor. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Comment ça? Ah bah yo, je dois faire une réclame pour NordVPN, alors je voulais aller sur leur chaîne YouTube pour faire c'est quoi dire. Mais comme j'ai plus de YouTube money, je peux plus payer YouTube Premium. Alors je suis allé sur YouTube normal, mais ça rame via shifting tellement fort que j'arrive même plus à regarder les vidéos. Ah oui, ça c'est normal, c'est YouTube qui réduit ta bande passante parce que t'as un adblocker. Enfin, c'est pas normal, mais enfin c'est voulu quoi. Oui, mais moi j'ai pas envie de regarder 2 minutes de réclame avant la vidéo. Seppele, tu te rends compte de ce que tu dis là? Oui, mais moi mes réclames, les gens ils sont pas obligés de les regarder, alors que les pubs de YouTube normal, on peut pas faire avance rapide. Bon, alors écoute, je vais te donner une astuce. Tu prends NordVPN et tu te connectes en Albanie. C'est un vrai pays ça. Et tu la ramènes pas avec ta culture chelou et ta langue moyenâgeuse, hein? Mais... chut, c'est moi qui parle. Donc tu te connectes en Albanie, tu vas sur YouTube et bim, plus de pub. Même sans YouTube Premium et pas de vidéos qui rament à cause des adblockers. C'est parce que la loi là-bas interdit à YouTube de mettre des pubs sur les vidéos. Oui, mais moi je veux pas regarder tes vidéos en albanien. Mais sois donc pas con. Depuis la France, tu peux regarder des vidéos étrangères. Donc même connecté avec un VPN en Albanie, tu peux regarder des vidéos françaises. Tort, ça c'est vrai. Et puis quand t'auras récupéré ton pognon, tu pourras aussi prendre YouTube Premium en te connectant depuis l'Argentine ou l'Ukraine. Et comme ça, tu le paieras que 2 €. Tort, ça c'est bien. Oui, et puis peut-être que t'as pas besoin d'attendre de récupérer ton pognon pour passer un slip, hein. Donc, si tu veux NordVPN avec le code AstronoGeek, il est dans la description avec le lien. Et c'est une grosse réduction. Et puis 4 mois supplémentaires gratuits si tu prends un abonnement de 200. Et comme d'habitude, si t'es pas content, NordVPN il te rembourse pendant 1 mois. Enfin, sauf si c'est en février, hein, parce que ça fait un peu plus que 1 mois, puisque en vrai c'est 30 sous. C'est pas le vote. Je t'ai déjà dit de pas donner de détails superflus. Et puis je t'ai dit de passer un slip aussi. Oui, papa, ça arrive, hein. Donc tu oublies pas, le lien il est dans la description. Hop là, la réclame elle est finite. C'est pas le slip. Ja, es kommt. Je vous ai déjà raconté dans des vidéos précédentes plusieurs anecdotes de presque découvertes de vie extraterrestre. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui entre aussi dans cette catégorie, mais là, il y avait vraiment de quoi se sentir con. Mais plutôt que de se démonter, les chercheurs ont préféré en faire une publication scientifique. Nous sommes en 1998 à l'observatoire de Parkes, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Ce radiotélescope, que l'on appelle l'Assiette dans le milieu, est en œuvre depuis 1961. C'est d'ailleurs lui qui a relayé les signaux radio envoyés depuis la Lune par Apollo 11 afin de les transmettre au monde entier. Il sert de même au suivi de plusieurs sondes interplanétaires, mais son antenne de 64 mètres de diamètre permet aussi d'explorer l'univers à la recherche de phénomènes encore mystérieux. C'est à lui qu'on doit la découverte d'une bonne moitié des pulsars que l'on connaît aujourd'hui. Et justement, lors d'une observation somme toute assez routinière, voilà que le radiotélescope détecte une impulsion radio étrange. Ce que l'on nommera rapidement un FRB pour Fast Radio Burst. Un signal très court de quelques millisecondes, mais très puissant et sur une bande très étroite, se détache du bruit de fond, semblant provenir de l'espace lointain. Sur la base d'une seule observation, impossible d'en déterminer l'origine.
sans compter que l'hypothèse de la pollution est envisagée. Peut-il s'agir d'un signal parasite provenant d'un avion ou bien d'un satellite ? L'observatoire est installé à distance de toute source de pollution terrestre et l'espace aérien comme orbital semble hors de tout soupçon. Dans les jours qui suivent, de nouvelles observations viennent rejoindre la première, et leur provenance semble totalement hasardeuse. Il semblerait que ces fast radio bursts proviennent d'un peu partout dans le ciel. Là où c'est problématique, c'est qu'on s'attendrait à ce que d'autres observatoires les détectent aussi. Mais seule l'assiette de Parkes semble avoir ce privilège. Certains semblent provenir à chaque fois du même endroit, mais plus de 40 sources différentes semblent émettre d'un peu partout dans le firmament. Qu'un signal se répète à un même endroit du ciel semble être le signe que quelque chose se passe là-bas. Quel que soit le phénomène en question, s'il se répète, et surtout s'il se répète de manière régulière et prédictible, on peut commencer à envisager de l'étudier. Mais ces flashs radio aléatoires similaires qui les accompagnent sont, eux, très énigmatiques. Ils sont alors surnommés les Périssiaux, du nom d'une créature mythologique démoniaque. Mi-cerf, mi-oiseau, de couleur bleu-vert, le Périssiau vivait en Atlantide. Lors du gigantesque séisme provoquant l'engloutissement de la légendaire île sous les eaux, les Périssiaux se seraient échappés en volant. L'ombre qu'un Périssiau projette sur le sol est celle d'un homme, jusqu'à ce qu'il en tue un. Il commence alors à projeter la sienne. Pourquoi le nom d'un animal aussi tordu pour un signal radio ? Eh bien parce qu'aussi étrange qu'il soit, ces signaux renvoient quand même vachement l'ombre de l'homme. En effet, même si on a toujours envie de voir dans un phénomène étrange et encore inconnu le signe d'une vie extraterrestre, le premier pourvoyeur de phénomènes étranges reste l'humanité. En 2012, après près de 14 ans de mystère, l'histoire prend un nouveau tournant. Le regretté Arecibo, le plus grand radiotélescope du monde, enregistre lui aussi un FRB, suivi par d'autres observatoires. On commence à pouvoir recouper les sources de ces signaux. Aujourd'hui encore, leur origine reste un mystère. Plusieurs hypothèses sont avancées, du magnétar à la collision d'astres. Un FRB représente en moyenne l'émission en une poignée de millisecondes de l'énergie produite par le Soleil en 3 jours. Mais pour autant, leur origine est tellement lointaine que l'intensité du signal détecté est similaire à celle qu'émettrait un téléphone portable situé sur la Lune. Et pourtant, malgré l'augmentation des détections de FRB, l'observatoire de Parkes semble toujours être le seul à détecter les Périssiaux. Durant le mois de janvier 2015, 3 Périssiaux sont détectés avec une fréquence de plusieurs gigahertz. Tous pendant les heures de bureau. Ce détail met la puce à l'oreille d'Emilie Petrov, jeune astrophysicienne travaillant à l'observatoire, qui décide de s'en mêler. Mais plutôt que de se concentrer sur l'antenne du radiotélescope, elle se dit « Et si je plaçais un récepteur radio dans les locaux ?» Un peu de triangulation et la mise en route des appareils électriques du site permet rapidement de trouver le coupable. Le micro-ondes de la salle de pause. En 1946, Percy Spencer, ingénieur chez Raytheon, une entreprise spécialisée dans les systèmes de défense, travaille sur un radar. Plus précisément, sur le magnétron d'un radar. Un radar envoie une onde radio, onde qui rebondit sur les objets devant lui, permettant ainsi l'observation d'un écho. Mais ces ondes radio, il faut les produire, et c'est le boulot des magnétrons. Une anode, comprenant des trous, est placée à proximité d'une cathode, et le tout est soumis à plusieurs kilovolts de tension. Les cavités génèrent des ondes dont on peut se servir ensuite. Or, quand il passe devant le magnétron, Spencer ressent de la chaleur. L'anecdote raconte qu'une barre de chocolat dans sa poche aurait fondu. L'expérience est partagée par d'autres membres de l'équipe qui commencent à expérimenter des trucs, comme faire éclater du popcorn en le plaçant devant le magnétron. Une autre anecdote dit qu'ils ont essayé d'en faire de même avec un œuf. Vous avez déjà mis un œuf au micro-ondes ? Quand il leur a explosé à la gueule, ils ont compris que c'était pas une bonne idée. En effet, ce magnétron avait une fréquence particulière, mais avant, parlons un peu de physique moléculaire. La molécule d'eau n'est pas neutre comme un aimant, elle a des pôles. C'est notamment pour ça que les molécules d'eau s'associent entre elles. L'angle de 120 degrés entre leurs atomes d'hydrogène leur permet de s'associer par 6. Les 6 branches des flocons de neige, ça vient de là. Et donc, comme elles ne sont pas neutres, une fois soumises à un champ magnétique, les molécules d'eau s'orientent dans la direction de celui-ci. Et si le champ magnétique tourne, elles tournent avec lui.
Si le champ tourne lentement, les molécules le suivent et tout va bien. Si le champ tourne très vite, encore une fois, elles tournent avec lui et tout va bien. Mais à une fréquence proche de 2,45 GHz, il se produit un phénomène intéressant. Les liaisons que les molécules d'eau créent entre elles sont juste assez fortes pour occasionner une résistance. Et cette résistance se traduit par un dégagement de chaleur. Spencer et son équipe venaient de découvrir qu'il était possible de chauffer de l'eau avec un signal radio d'une longueur d'onde spécifique. Une longueur micrométrique. Des micro-ondes. Raytheon dépose donc un brevet et en 1947 commercialise le premier four à micro-ondes de l'histoire. Mesurant 1,80 m et pesant 340 kg, le Radarange se vend pour l'équivalent de 35 000 $ actuels. Mais un pareil engin n'est pas vraiment adapté au grand public, aussi le marché se limite aux grands restaurants, aux navires de croisière ou aux grandes entreprises. Mais bien entendu, le concept est amélioré avec les années jusqu'à arriver au petit four blanc qui ronronne dans votre cuisine. Et donc, notre four à micro-ondes produit via un magnétron des ondes à une fréquence de 2,45 GHz, provoquant l'échauffement des molécules d'eau. C'est pour ça que si vous y mettez un objet dépourvu d'eau, il chauffe pas. Et comme le système fonctionne avec de la très haute tension, un objet métallique peut y provoquer un effet de pointe et générer des arcs électriques. De même, la grille noire percée de petits trous sur la porte n'est pas là pour faire joli. Ces trous permettent à la lumière de passer, celle-ci étant constituée d'ondes nanométriques, mais elle agit comme un miroir pour les ondes micrométriques. La grosse antenne du radiotélescope de Parkes, bien que constituée d'un maillage laissant passer la lumière, agit elle aussi comme un miroir pour les ondes beaucoup plus longues. Si cette grille ne se trouvait pas dans la porte de votre micro-ondes, non seulement il perdrait énormément en efficacité, une bonne partie des ondes s'échappant par la porte, mais en plus vous ne pourriez pas regarder votre cassoulet se réchauffer en comptant les secondes, parce que le flux de micro-ondes aurait le même effet sur vous que sur votre bouffe, provoquant ainsi une vive douleur à laquelle même les plus affamés ne résisteraient pas. Ceci a d'ailleurs donné naissance à un autre dispositif, le magnétron disperseur de foule. Ce système s'appelle l'ADS, l'Active Denial System. Il est capable de disperser une foule à plus de 500 mètres de distance. En effet, les micro-ondes sont peu pénétrantes, une fraction de centimètre seulement. Mais en touchant votre peau, elles vont exciter les molécules d'eau qui s'y trouvent. Tout comme votre reste de poulet froid de la veille, vous n'allez pas monter à 200 degrés instantanément. Par contre, même une faible augmentation de température de l'eau de vos nerfs va les faire envoyer un signal erroné à votre cerveau. Celui d'une intense douleur, et ce sans qu'aucun dommage effectif ne vous soit occasionné. Recevoir une vague de micro-ondes dans la tronche donne donc la sensation d'avoir reçu une casserole d'eau bouillante. Mais sans la brûlure au 3e degré, ce qui est plutôt pratique, et moins dangereux que des lacrymos ou des jets d'eau haute pression. D'ailleurs, juste pour la parenthèse, les micro-ondes ne font pas partie des rayons ionisants. Un four à micro-ondes n'est pas radioactif, ne rend pas la nourriture radioactive, et les micro-ondes sont, au même titre que la lumière, une onde qui ne reste pas dans la bouffe. Ce sont des ondes bien moins énergétiques que la lumière visible. Leur seule particularité est de provoquer, à une fréquence précise, un échauffement de l'eau. La cuisson par micro-ondes n'est pas plus dangereuse ou moins bonne pour la santé qu'une autre. Il semblerait même qu'elle préserve légèrement mieux les vitamines et oxyde légèrement moins les graisses. Pourtant, on trouve encore un peu partout des gens qui refusent obstinément de s'en servir sur des prétextes chelous. Notons que ce sont souvent les mêmes qui ressentent les ondes dans les crop circles. Mais revenons-en à nos moutons du système. Les micro-ondes, ça pique, parce que ça excite les nerfs et envoie un signal de douleur au cerveau. Autant ouvrir votre four électrique ou à gaz en marche pour saucer votre dinde, c'est pas un problème, autant en faire de même avec votre micro-ondes vous expose à une vive douleur. C'est un effet secondaire pas fifou quand on veut vendre le dispositif à la ménagère de moins de 50 ans. Les micro-ondes sont donc équipés d'un coupe-circuit sur la porte. L'ouvrir stoppe immédiatement le magnétron et les ondes qui y sont émises étant de la lumière, mais une lumière hors du spectre visible, elles se déplacent donc à la vitesse de la lumière et ne sont donc plus qu'un lointain souvenir quand la porte du four n'est même pas encore entrouverte. Oui mais, le magnétron lui a besoin de quelques millisecondes pour s'arrêter complètement. Et il se trouve qu'en ouvrant un micro-ondes en marche, si les ondes à 2,45 GHz ne sont plus émises et ne vont donc pas vous faire mal,
le magnétron, lors de son arrêt, émet un bref sursaut à 1,4 GHz. Et Émilie Petrov, notre astrophysicienne de tout à l'heure, découvre donc que quand l'antenne de Parkes est orientée dans certaines directions et que Jean-Michel Poscafé ouvre le micro-ondes de l'observatoire avant qu'il n'ait sonné, une brève impulsion radio de 1,4 GHz rebondit hors de l'appareil et va polluer les observations de l'antenne. Fin de l'histoire ? Non. Sur cette base, Émilie va analyser chaque détection du radiotélescope et éliminer méthodiquement chaque signal parasite. Sauf qu'à la fin, il en reste. Les périciaux ont disparu des observations, mais dans tout ce joyeux bordel, certains signaux proviennent effectivement de sources lointaines. Extragalactiques même. L'observatoire de Parkes n'était donc pas tout à fait dans le faux, et en détectant son propre four à micro-ondes, il a mis la puce à l'oreille d'autres observatoires qui ont, de fait, découvert un vrai phénomène cosmique. Et aujourd'hui, si les FRB sont détectés par plusieurs observatoires en même temps, dans les mêmes zones du ciel et à intervalles réguliers, il n'existe, aujourd'hui encore, pas d'explication claire à l'origine de ce phénomène. Non seulement la science est capricieuse, mais en plus, elle aime faire des blagues. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.